Jusqu'à ce que j'assiste à la présentation de Yves, en fait, je ne savais pas exactement de quoi je parlais aujourd'hui. Je ne savais pas exactement à quelle question je répondais, mais la manière dont Yves, en fait, a terminé sa présentation en parlant de la possibilité de non pas vouloir faire une apologie du vide pour sortir de la métaphysique, mais plutôt essayer de penser en dehors de cette binarité-là en suivant la tradition qui avait été instaurée par, disons, Aristote. Ben, c'est à peu près exactement ce que je me proposais de faire. Fait que je me suis rendu compte que quelqu'un avait posé la question à laquelle je m'étais proposé de répondre d'avance. Donc, j'en ai déduit que j'étais d'avant-garde. Donc, voilà. Juste avant de commencer, puisque la notion de nihilisme, assez ironiquement, désigne un peu tout, je vais juste spécifier quelle définition moi j'adopte. C'est celle assez simple qu'on pourrait aussi associer au scepticisme. En gros, toutes les tendances qui veulent refuser la légitimité de toutes les volontés politiques sur la base qu'il n'y a aucun savoir, disons, qui serait possible à fonder parce qu'on n'aurait aucune certitude ou aucun critère objectif qui permet de préférer une option à une autre. Donc, que ce soit Sioran, comme on a vu hier, ou les tenants plus contemporains du fuck-tout, le nihilisme auquel moi je m'intéresse, c'est celui du désespoir, un désespoir qui peut être joyeux, parce qu'on peut dire fuck-tout avec un air de fête, mais ça reste un désespoir quand même. Et donc, ça ne serait pas nécessairement les métaphysiques dont Nietzsche s'amuse à retourner l'accusation envers elles pour leur dire qu'elles sont nihilistes. Par contre, comme on en a déjà discuté quelques fois dans les deux derniers jours, le nihilisme auquel moi je me suis intéressé n'a pas rien à voir avec la métaphysique. En fait, ce serait peut-être justement son contraire, son double inversé, qui dépend entièrement d'une question métaphysique, puis qui répond négativement à cette question-là, mais qui ne cherche pas une autre question ou qui ne refuse pas de la poser. Par question métaphysique, on pourrait dire généralement la recherche des principes premiers ou des fondements universels sur lesquels on pourrait faire découler tout le reste de manière certaine. Donc, disons que d'un point de vue plus historique, on pourrait identifier ce nihilisme-là comme la contrepartie de l'échec des ambitions scientistes, rationalistes ou empiristes de la modernité. Ce serait un refus des prétentions objectivistes, mais un refus qui s'obstine quand même à maintenir la pertinence de la question de l'objectivité pour fonder, dans le cas qui nous occupe ici, nihilisme et politique, pour fonder un projet politique, disons. Donc, voilà. Ce que je voudrais suggérer, et je vais finalement y venir, c'est que s'il y a un dépassement du nihilisme, il passerait peut-être par une revalorisation du politique au détriment de la métaphysique ou du scientifique, et peut-être par une reconnaissance de l'indépendance du politique par rapport à ces catégories-là, à supposer qu'elles ont une quelconque sphère de validité, mais là, je ne m'embarque pas là-dedans. Je ne saurais pas y répondre de toute manière. Donc, opter pour le terme politique dans l'alternative nihilisme ou politique, qui est le titre de ma présentation, ça aurait pu aussi être l'alternative politique ou métaphysique d'une certaine manière, c'est la même chose. Donc, opter pour le terme politique, ici, ce serait assumer le caractère fondamentalement problématique de notre rapport au monde, sans pour autant conclure à l'impertinence de toute pensée ou de toute volonté. Donc, ça serait de dire que l'inaboutissement des espoirs rationalistes ou scientistes de la modernité politique, que ce soit l'idéal des Lumières ou le marxisme scientifique avec son sens de l'histoire qui nous dit où on doit aller parce qu'on va y aller de toute manière. Donc, l'idée selon laquelle l'inaboutissement de ces espoirs-là doit déboucher sur une inanité politique me semble récupérer le présupposé fondamental des discours fondationalistes, c'est-à-dire la croyance en la nécessité, la pertinence de ces fondements objectifs, anhistoriques et indubitables-là. Donc, d'une certaine manière, ce que je voudrais faire, c'est substituer à la question « y a-t-il ou non une vérité politique et quelle est-elle ?» une autre question un peu plus analytique que spéculative, soit, c'est-à-dire c'est une question qui s'appuie sur le constat qu'on s'obstine malgré tout à faire de la politique et qu'on en fait à tous les jours et que ça se passe malgré nous. Donc la question, c'est comment fait-on de la politique en l'absence d'évidence et de certitude? Voilà, ça c'est la question que je me suis posée. La voie que j'ai décidé d'emprunter pour répondre à cette question-là, c'est pas une voie qui est nouvelle, c'est j'ai décidé de passer par la rhétorique, en fait, qui est un peu ce à quoi a répondu Platon au départ avec sa métaphysique. Par contre, par rhétorique, je ne fais pas référence à la méthode cynique, disons, de tromperie qui a été mise en œuvre par les sophistes. Je ne fais pas non plus référence au catalogage interminable des figures de style que c'est devenu par la suite. Je fais simplement référence à l'art ou la technique du discours persuasif, du discours argumentatif. Donc, ça ne veut pas dire rationnel.
Voilà. Alors, ce qui m'a intéressé, c'est de voir comment la rhétorique qu'on a toujours associée depuis Platon, ou en tout cas presque toujours associée depuis Platon, à une espèce de relativisme sans foi ni loi, en rupture avec toutes les vérités traditionnelles, comment cette rhétorique-là peut aussi permettre de penser une sortie du nihilisme en nous indiquant comment on conduit les discours et la pensée pour en arriver quelque part. Parce que si il faut donner quelque chose aux sophistes, c'est qu'ils savaient parvenir à leur fin. Donc, voilà. Il me semble que leur rhétorique joue sur un terrain qui est tout autre que celui des fondements métaphysiques ou de leur négation, c'est-à-dire qui pose une autre question, et que si c'est pour ça que Platon a pu le décrier, c'est aussi pour ça qu'on pourrait y trouver une alternative au platonisme et au modernisme absolutiste, sans en conclure au nihilisme, disons. Donc, petit plan de là où je m'en vais. Je vais d'abord aller voir chez Aristote pour voir qu'est-ce que c'est la rhétorique. Puis, je vais aller vers le travail d'un rhétoricien qui s'appelle Ernesto Grassi, qui est un Italien qui a étudié avec Heidegger, mais qui est un disciple dissident, pour voir avec eux ce que ça signifie entretenir un rapport politique au monde et en quoi la rhétorique joue un rôle crucial dans cette chose-là, ou peut jouer un rôle crucial, en tout cas. Je ne veux pas résumer le politique aux rhétoriques, c'est juste un outil pour l'aborder. Donc, voilà, en fin de parcours, je vais essayer de montrer comment la rhétorique aborde la question de la légitimation du discours, en regardant d'abord comment on fonde, ou comment on a des prémices dans un discours, et après ça, comment on fonde un éventuel accord. Voilà. Donc, à partir d'Aristote, la rhétorique, avec la dialectique qu'on va prendre ensemble aujourd'hui, la rhétorique est présentée comme la manière appropriée de conduire les discours, et je cite, « dans le cas des choses que nous mettons en délibération et pour lesquelles nous n'avons pas les règles d'un art ou d'une science. Nous ne délibérons que sur les choses qui semblent pouvoir arriver de telle ou telle manière, et quant à celles qui ne peuvent être arrivées ou qui ne peuvent arriver que d'une seule manière, celui qui les juge telles ne les met pas en délibération, car alors on n'a rien à décider si ce n'est que cela est ainsi. » Il dit aussi dans l'Éthique à Nicomaque, nous délibérons sur les choses qui sont à notre portée et qui sont exécutables. Alors, il me semble que ce que dit Aristote, ou en tout cas ce qui est présupposé là-dedans, c'est qu'il existe des pans de la vie humaine où la question de la vérité scientifique, logique, apodictique, de la certitude se pose tout simplement pas. Parmi ces domaines-là qu'Aristote identifie où la rhétorique peut jouer un rôle ou doit jouer un rôle essentiel, il y a notamment le champ politique où l'enjeu, ce n'est pas celui d'une vérité, mais celui d'une utilité, qui est une question autre. Donc, on peut déjà imaginer l'importance du champ politique chez Aristote si on se souvient qu'il dit que l'être humain est un animal politique. Voilà. Pour un rhétoricien plus contemporain, en tout cas, plus contemporain, qui s'appelle Chaim Perelman, qui a refondé les études rhétoriques dans les années 50, il parle d'un empire rhétorique qui, pour lui, se résume absolument pas à la prise de parole orale devant un public actuellement présent, comme on pourrait se l'imaginer de manière pittoresque. L'empire de la rhétorique, pour lui, c'est se définit comme suit, je cite, « Tout discours qui ne prétend pas à une validité impersonnelle relève de la rhétorique. Dès qu'une communication tend à influencer une ou plusieurs personnes, à orienter leurs pensées, à exciter ou à apaiser les émotions, à diriger une action, on va revenir là-dessus, elle est du domaine de la rhétorique. » Donc, la définition de la rhétorique que Perelman met de l'avant et sur laquelle je m'appuie implique la reconnaissance d'un espace très vaste où l'action humaine se trouve face à une relative indétermination et où l'exercice d'une certaine liberté, ce n'est pas une possibilité parmi d'autres, mais la condition même de la suite des choses, parce qu'il y a un vide qu'il s'agit de combler, sinon il ne se passera strictement rien. Donc voilà, ce à quoi s'intéresse la rhétorique, c'est la manière dont les discours et la pensée vont s'organiser dans ces situations-là. Comment est-ce qu'on invoque des réponses et qu'on pose des questions quand on ne peut pas en appeler à des certitudes qui sont intemporelles ou qui sont extra-humaines, divines ou naturelles. Voilà. Donc, on y va avec Ernesto Grassi, cet élève dissident d'Heidegger qui cherchait, avec et contre son maître, à accomplir un dépassement de la métaphysique et qui a décidé de recourir à la rhétorique pour ce faire. Il s'est aussi appuyé sur l'héritage de l'humanisme italien au XIIIe siècle notamment. Et à un moment donné dans son œuvre, il invoque le travail de Brunetto Latini, qui a vécu au XIIIe siècle, qui est un humaniste italien, qui définit le politique comme l'espace de l'affirmation d'une humanité
qui s'opposerait à une compréhension du politique comme le lieu où se manifestent des dynamiques extérieures, des vérités inhumaines, divines ou naturelles. Donc, pour Latini, le politique ne se réduit pas à la gouvernance, là, à la politique à la petite semaine, mais c'est vraiment l'art qui prime sur tous les autres. Et par art, on entend ici technique au sens ancien. Latini parle de deux pans indissociables du politique qui sont l'œuvre et la parole. L'œuvre, c'est le travail humain de mise en forme du monde, d'humanisation de la nature. Je pense que c'est clair. La parole, qui est autant l'énoncé le plus prosaïque que la poésie la plus expérimentale, c'est le nécessaire corollaire de l'œuvre parce que c'est elle qui ne se contente pas de dire le monde tel qu'il est, de le révéler, mais elle travaille à le découper, à le nommer. C'est un travail qui fait émerger un sens proprement humain et qui indique les voies potentielles de l'œuvre. Donc, la parole, ce faisant, produit à la fois l'histoire et la communauté. Par histoire, on ne parle pas d'un processus de progrès, là. On pourrait dire que c'est quelque chose de non progressif, comme Dali disait tout à l'heure. C'est simplement le fait que des choses se passent et que ça varie. Puis la communauté, c'est un ensemble de personnes qui travaillent de manière plus ou moins cohérente sur une œuvre en question. Bon, là, c'est un peu simple, on s'entend, mais c'est pré-moderne, que voulez-vous. Voilà. Donc, c'est en ce sens-là qu'on pourrait dire que toute parole pourrait être assimilée à une rhétorique ou à un discours persuasif parce qu'elle n'est pas docilement descriptive, mais c'est proprement créatif, imaginatif, c'est même prescriptif. Dante, l'auteur italien de la Divine Comédie, qui était un élève de Brunetto Latini et qui est aussi cité par Ernesto Grassi, Dante, donc, dit que le langage émerge comme une question ou comme une réponse lorsque s'impose un besoin d'ordre matériel ou spirituel. Cette imposition-là du besoin se manifeste comme une tâche à accomplir, et c'est seulement en référence à cette tâche que la réalité, telle qu'elle s'ouvre à nos organes sensoriels, reçoit une signification. Rapidement, sans développer là-dessus, je voudrais juste mentionner que ça évoque certaines idées de Wittgenstein pour qui le langage primitif apparaît pour nommer des choses dont on a besoin dans un rapport entre deux personnes. Et Wittgenstein parle aussi d'un jeu de langage pour désigner un ensemble formé par le langage et les activités avec lesquelles il est entrelacé, ce qui équivaut au mélange entre œuvre et parole qui fonde le politique chez Latini. Bon, ceci dit, Ernesto Grassi, je ne m'étendrai pas plus sur son travail parce qu'il met beaucoup l'accent sur l'inventivité que permet le langage et il s'intéresse beaucoup à la poésie puis au travail prophétique de réinvention de la parole, là, mais ceci dit, il ne nous explique pas beaucoup comment est-ce qu'une idée rhétorique peut en venir à être acceptée puis à avoir une efficacité. Si on se rappelle surtout que chez Dante, l'idée d'une idée rhétorique qui est amenée par la parole, ça reste une fictio rhetorica, donc d'une certaine manière une fiction. Là. Je ne veux pas commencer à faire semblant que je parle le latin, mais il y a ça quand même dans ce que je viens de dire. Donc, je vais boire un peu d'eau. Si on va plus directement dans la rhétorique elle-même, dans cette discipline-là, et là, je m'appuie beaucoup sur le travail de Perelman, que j'ai nommé tout à l'heure, la première question qui se pose pour réfléchir à la validation ou à l'accord sur une idée rhétorique, c'est celle des assises de la réflexion, des fondements dont on parlait tout à l'heure. D'où est-ce qu'on part quand on pense ou on parle de manière rhétorique? Donc, comme la rhétorique se passe là où on ne peut pas avoir des prémices certaines et universellement évidentes, eh bien, on part tout simplement de la doxa, d'une banque de topoi, de lieux communs qui sont des propositions qu'on peut amener pour elles-mêmes sans autre forme de procès d'emblée parce qu'elles sont admises par une partie, ou en tout cas on les croit admises par une partie des gens au moins auxquels on s'adresse. Donc, si la rhétorique s'appuie sur ces topoi-là, ces lieux communs qui font partie de l'histoire antérieure du discours, ça ne veut pas dire qu'on s'en tient au gros bon sens puis qu'on doit nécessairement répéter l'opinion de la prétendue majorité. Ce que ça veut dire, pour parler comme Perelman et sa collaboratrice Lucie Olbrecht-Titeka, c'est qu'on doit d'abord tabler sur l'adhésion des auditeurs aux propositions de départ et que c'est seulement à partir de là qu'on peut ensuite enchaîner sur des opérations de discours qui vont nous amener d'un point de départ partagé, en tout cas plus ou moins partagé, jusqu'à des conclusions plus ou moins nouvelles, plus ou moins controversées. Donc, voilà, c'est dire simplement qu'on n'a pas besoin de remonter à, bon, est-ce que j'existe ou est-ce que je suis dans l'esprit d'un malin génie? On peut partir de ce sur quoi on s'entend. Combien de temps il me reste? OK, ça va être parfait. Bon Dieu.
Voilà. Bon, ceci dit, c'est pas rare que les principaux intéressés vont refuser de reconnaître la validité des lieux communs sur lesquels on s'appuie. En fait, c'est souvent ça qu'on critique dans le discours de quelqu'un. C'est parce que l'ensemble des lieux communs ne forme pas un ensemble hétérogène, mais c'est un ensemble homogène, mais plutôt un ensemble hétérogène dans lequel il y a des vérités qui peuvent être contradictoires. Par exemple, si on pense au proverbe, on a à la fois qui se ressemble s'assemble et les contraires s'attirent. On pourrait argumenter à l'infini comme ça. Il n'y a rien de résolu par l'appel à la doxa. Voilà. Par ailleurs, comme le dit Marc Angenot, c'est tout à fait possible d'argumenter de la doxa au paradoxal, c'est-à-dire de formuler des propositions qui sont inattendues, des propositions qui heurtent les idées admises tout en partant d'elles. Si ça arrive dans la vie, c'est que c'est possible, n'est-ce pas? Donc voilà, dire qu'on part de la doxa pour faire une argumentation, ça ne veut pas dire que l'avenir du discours est déterminé radicalement par son passé, mais simplement qu'on n'a pas besoin de chercher plus loin que là, les assises que se donnent des êtres humains qui cherchent à penser et à agir collectivement. Voilà. Le souci de l'auditoire, en fait, est central à la conception de la rhétorique que je suis en train d'exposer ici. C'est ce qui fait d'ailleurs que la rhétorique reste une approche du discours qui est particulièrement adaptée à une pensée du politique en contexte démocratique. Donc, c'est l'auditoire en vue de qui on construit le discours, et c'est lui qui doit finalement déterminer si les raisons et les arguments et les raisonnements qui ont été déployés sont effectivement convaincants. C'est lui qui juge de la validité, c'est-à-dire de la désirabilité des conclusions qui lui sont proposées pour éventuellement les mettre en œuvre. Donc, plutôt que la conformité d'un discours avec les faits, c'est simplement dans le degré d'approbation qui va susciter chez ceux qui sont concernés qui devient le critère de pertinence du discours dans un cadre délibératif. C'est-à-dire que l'enjeu est absolument plus un enjeu de vérité, c'est un enjeu de cohésion et de volonté, finalement. On sort de l'épistémologique, à mon avis, pour rentrer dans le politique. Voilà. De dire que la doxa prime sur la vérité, ça ne signifie pas que la rhétorique se contente de l'erreur du moment qu'on ne la verrait pas passer. Ça veut dire, en fait, que la question de l'erreur ne se pose pas parce que la parole rhétorique est fructueuse, peut-être plus que vraie, lorsqu'elle parvient à rassembler une communauté autour d'une œuvre. Et cette œuvre-là ne peut être ni vraie ni fausse parce qu'elle est encore à faire et qu'il s'agit de savoir si elle est désirable. On revient sur la question du désir que je n'ai pas la prétention de résoudre non plus, par exemple. Voilà, donc l'histoire et la communauté sont les enjeux, d'une certaine manière, du discours rhétorique plutôt que la vérité. Dernière chose avant de conclure. Je voudrais préciser que cette fondation-là d'histoire et de communauté par la parole, pour revenir à Latini, c'est rien de magique, de parfait ou de définitif. En fait, c'est absolument pas ça. Perelman dit que l'adhésion des esprits, ce qui caractérise l'adhésion des esprits, c'est que son intensité est variable, et il rappelle aussi que de l'adhésion au passage à l'acte, il y a un pont qui est loin d'être toujours franchi. Michel Meyer, qui est un élève de Perelman, lui conçoit la rhétorique comme un processus de négociation qui est constant, qui est marqué par les conflits, les bifurcations et même, peut-être le plus souvent, les constats d'échec. Il définit la rhétorique comme la négociation de la différence des individus sur une question donnée, et il insiste sur le fait que cette négociation-là, il ne s'agit pas nécessairement de la réduire. On pourrait insulter quelqu'un pour consacrer la différence, puis dire on n'a pas du tout les mêmes ambitions ni les mêmes présupposés ici, on ne s'entendra pas. Voilà. Dernière chose, c'est ça. Angenot, qui est un autre élève de Perelman, qui était prof ici à McGill, ici à Montréal, à McGill, il dit qu'il insiste sur le fait qu'il ne faut pas définir la rhétorique comme l'art de persuader par le discours, comme on l'a traditionnellement fait, parce que le plus souvent, on a beau déployer tous les arguments qu'on voudra, on ne réussira pas à convaincre quelqu'un qui ne l'est pas déjà un tant soit peu. Donc la rhétorique, ça serait peut-être l'art de raisonner plutôt que de convaincre, de faire des opérations de discours qui nous permettent de penser. Et ce serait aussi un processus de justification de soi dans lequel on s'assure que ce qu'on dit, on y croit puis que ça a de l'allure de notre point de vue puis du point de vue des autres, et dans lequel on teste la cohérence et la force des thèses auxquelles on adhère et la cohérence aussi de soi-même ou du groupe auquel on fait partie, dont on fait partie. Voilà. Donc, pour conclure, le point de départ ou le complément
pour être le point de départ ou le complément d'une pratique politique, une fictio rhetorica, une idée rhétorique n'a pas à chercher sa légitimité dans une idéale correspondance avec la réalité. Ce qui importe d'abord et avant tout, c'est qu'elle soit admise, même relativement, même momentanément, par les gens qui sont concernés, qui sont engagés dans la délibération et peut-être dans une éventuelle action commune. Je conclus, je reviendrai à ma question de départ. Voilà, il me semble qu'aborder le politique par le biais de la rhétorique, ça permet de substituer le critère tout à fait pragmatique de l'efficacité de la parole persuasive au critère épistémologique de la vérité métaphysique ou scientifique qui requiert des fondements. Il me semble que c'est à cet endroit-là qu'une conception rhétorique et politique du rapport au monde, du rapport que nous entretenons avec le monde, échappe à l'impasse du nihilisme, tel que je l'avais défini comme envers de la métaphysique. Plutôt que de chercher en vain jusqu'au découragement un hypothétique fondement des certitudes scientifiques ou métaphysiques qui garantiraient la valeur de l'action collective, la rhétorique prétend simplement rendre compte des manières de faire qui sont déjà les nôtres. Ça montre bien, comme le dit Jean-Pierre Cometti, que la volonté d'inscrire l'universel dans le discours, au même titre que les efforts pour découvrir un fondement ultime, tiennent le rôle de l'un de ces rouages inutiles dont parlait Wittgenstein, qui tournent à vide et dont la machine pourrait parfaitement se passer sans cesser de fonctionner. La rhétorique permet aussi de comprendre la diversité des formes que peut prendre et que prend effectivement la vie collective, et de les comprendre non pas comme des égarements ou des erreurs par rapport à des fondements qui resteraient à découvrir, mais simplement comme le signe d'une indétermination qui est précisément le lieu du politique. Voilà, la perspective rhétorique a simplement l'intérêt de substituer la question du pouvoir à celle du savoir et de laisser les êtres humains à eux-mêmes devant le choix qu'ils et elles ont à faire lorsqu'ils s'attaquent à des choses qui sont à leur portée et qui sont exécutables. Voilà.